Le 12 novembre 1937 paraissait dans le toujours excellent « Je suis partout », la critique de François Vineuil du film soviétique Pierre le Grand, texte intégral. Il me semble que le film de Pierre le Grand, projeté pour quelques jours dans la salle du cinéma soviétique de l'exposition, est avant tout un document et de poids sur M. Staline, le chef bien-aimé. Vous pensez bien que moins de 20 ans après l'extermination de la famille impériale, sous un régime où des musées entiers servent à caricaturer la dynastie des Romanov, ce n'est pas pour satisfaire leur goût personnel que M. Vladimir Petrov, que surtout un opportuniste rampant comme le jeune comte Alexis Tolstoï, ont pris fantaisie un bon matin de porter à l'écran la vie d'un tsar et du plus tsar de tous les tsars. D'aussi stupéfiantes décisions ne peuvent tomber que de très haut, c'est-à-dire des murailles du Kremlin. On imagine la consternation et la frousse qui s'empara de toute la maison du maître génial quand il proféra cet oukase. Rien de moins rassurant, en effet, que de tels desseins. C'est le symptôme classique des crises de mégalomanie qui accompagnent toujours les grands massacres chez les despotes. Néron finit toujours par se prendre pour César Auguste. Ce trait subit et si déroutant pour des âmes simples complète à merveille la féroce physionomie du tyran que l'ineffable journal Le Temps, gratifié avant-hier d'un, ouvrez les guillemets, robuste bon sens de paysans géorgiens, fermez les guillemets. Pierre le Grand, en faisant sabrer jusqu'au dernier ses 10 000 prétoriens, les Strelitz, n'a-t-il pas donné l'exemple le plus radical d'épuration ? On peut supposer, sans risquer de se tromper beaucoup, que c'est dans cette biographie l'épisode qui a emporté l'adhésion enthousiaste du chef bien-aimé. C'est bien en tout cas la première fois que nous sommes redevables à M. Staline d'un plaisir. Le film composé par M. Vladimir Petrov est en effet excellent. Pour les garanties qu'il offre, quant à la lettre de l'histoire, les futurs bacheliers feront mieux de ne pas trop s'y fier. On en jugera par les dates suivantes. Le film débute par la défaite de Narva que Charles XII infligea aux Russes en 1700. À l'époque, Pierre le Grand était un jeune homme de 28 ans. Le tsarévitch Alexis un bambin de 10 années. L'écran fait de ce dernier un garçon de 25 ans bien sonné, ce qui nous porterait à croire que Pierre donna le jour à ce fils aux alentours de sa 3e année, si l'on ne l'avait vieilli d'autant. Nous ne verrons que dans plusieurs mois l'ensemble d'un ouvrage qui rivalisera presque en dimension avec le Napoléon de M. Abel Gance. La première époque seule est terminée et dure près de 2 heures. Compte tenu des libertés prises avec la chronologie, le découpage de M. Petrov et de M. Alexis Tolstoï n'est pas maladroit. On a renoncé au déroulement classique et monotone qui aurait pris Pierre le Grand à son adolescence. On nous plonge aussitôt dans le vif du sujet et du personnage avec un tsar en pleine force. L'intérêt ne s'éparpille pas sur des épisodes trop fragmentés, ce qui fut justement l'erreur de M. Gance avec son gigantesque Napoléon. Quelques tableaux seulement, mais que l'on pousse beaucoup et qui permettent des coups d'œil rapides sur le passé. On n'a pas oublié que le film serait appelé à servir hors des frontières. On a mis continuellement l'accent sur le patriotisme du tsar, dont la parole et le courage enflamment son armée. On a pris assez de détours pour que le cher président Herriot puisse, si le cœur lui en dit, célébrer chez Pierre Ier l'ancêtre des démocrates. Mais son impitoyable dictature n'appelle aucune réserve. Elle nous est carrément proposée pour un idéal, ouvrez les guillemets. On peut faire quelque chose avec ces Russes, dit en substance le héros, si on les a bien en main et qu'on sache les mater, fermez les guillemets. C'est du reste pour le spectacle un avantage sérieux. Il ne s'agit pas ici d'un succès de culture soviétique, bien au contraire. Comme on échappe pour une fois aux bourdes grossières de la propagande, on retrouve toutes les qualités de cet incomparable comédien qu'est le Russe.
Il plonge avec délice dans le passé de sa race. Il en incarne non plus une image fabriquée d'un modernisme prétentieux, mais l'âme éternelle, frénétique, sauvage, naïve et rusée, à la façon de l'Orient. Les noms des acteurs importent peu, ou bien il faudrait en citer plus de 100. Moujiks, moines, marchands, troupiers, nobles, jouant leur rôle avec le même amour et le même relief, qu'ils figurent dans un coin quelques secondes ou qu'ils occupent sans cesse le premier plan, comme l'excellent Menchikov, le lieutenant fidèle, brave, jovial et retors. Le seul qui détonne parfois un peu, c'est le tsar, d'un physique superbe mais dont le rôle est par moments soufflé, agité du même chauvinisme théâtral qui gonfle Tchapaïev ou les marins de Kronstadt. La réussite est du même ordre qu'une exécution parfaite de Boris Goudounov. Nous voilà loin du film historique à la manière anglaise, scrupuleuse et compassée, encore plus loin de l'académisme officiel de Moscou 1937. Rien d'affadi, d'estompé, une véritable et bien curieuse apothéose de la force débridée. Pierre le Grand est peint de pied en cap tel qu'il fut réellement. Une intelligence impérieuse et foudroyante, doublée du gigantesque Pandour, trousseur de filles, culotteur de pipe, vêtu de cuir, botté jusqu'au ventre, qui jeta la terreur dans le Versailles de la Régence. Nous sommes au beau milieu d'une Russie qui va sortir brusquement par la volonté du maître de la barbarie byzantine, trop brusquement, pour que cette révolution puisse transformer son âme. Ces tableaux grouillants sentent la chandelle, la peau de bête. Les boyards pensus, entourés d'un luxe sauvage et immémorial, vivent dans des maisons de bois où les poules pondent leurs œufs dans l'escalier. Pierre le Grand les empoigne par le collet, les tond, les rase, les flanque en habits et perruques à la française. Les filles, harnachées comme des idoles tartares, avec leurs grosses joues paysannes et leurs énormes poignets, sont plantées dans des robes à panier et sommées d'apprendre le menuet, toutes choses qui sont rendues avec une couleur, jouées avec une sincérité irrésistible. Autour des monastères, la foule des estropiés et des innocents que cravachent joyeusement les grenadiers de pierre hurle à la fin du monde. Les vieux généraux sont des ganaches sentencieuses ou libidineuses. Pierre, devant Narva, charge lui-même les canons jusqu'à la gueule et fait sauter les murailles. Quand la ville est prise, c'est le viol et le sac, le rut de toute l'armée, tsar en tête. Et tout cela parfaitement justifié, raconté avec une truculence effrénée. Le plus amusant est que des cohortes d'instituteurs rouges viennent s'épater devant ce programme social et se hâteront demain d'expurger et de corriger leur manuel d'histoire, ce qui ne les empêchera pas le dimanche suivant d'expliquer à leurs gamins sur les terrains de Versailles l'abjection et les crimes de Louis XIV. Pour nous, nous attendons de pied ferme une apologie d'Ivan le Terrible, qui serait beaucoup mieux encore dans la ligne du génie stalinien.